C'est pratiquement le soir à tous. On va commencer, puisqu'on attendait un petit peu éventuellement d'avoir plus de monde. Mais c'est déjà bien de vous avoir. Merci d'être venu. Je vais introduire très rapidement Martin Thibault, qui était parmi nous à l'IAC depuis environ 2013-2014. Enfin, le sujet a été construit en 2013, sauf erreur. Et la thèse a mis un peu de temps à démarrer, donc en 2015, précise Martin, merci de me rappeler. Et donc le sujet, vous l'avez sous les yeux, vous le connaissez, vous avez lu, j'imagine, tout ce qu'on a pu vous envoyer. Ce sujet, au sein de l'IAC, il était déjà dans les tuyaux depuis un bout de temps, parce que c'est un animal que Nicolas Barré en particulier suivait depuis pas mal d'années, au moins en 2008, voire avant, et dont on avait alerté les collectivités à cette époque-là pour les sensibiliser et les mobiliser pour mettre en place des études autour de cet animal, connu pour être envahissant et causer des dégâts. Bon, je vais laisser Martin nous expliquer tout ça. Donc la thèse a démarré en 2015, s'est déroulée sur 3 années. Il était prévu qu'elle soit en co-tutelle entre l'UNC et Massey, l'université de Massey en Nouvelle-Zélande. Ça s'est pas fait pour des difficultés administratives. Et au final, c'est une thèse qui a été soutenue à Massey Université, donc une thèse néo-zélandaise. C'est assez original, mais bon. L'important, c'est que cela ait pu être soutenu dans les règles. Donc, encore une fois, je félicite Martin. On est content d'avoir à nouveau quelqu'un qui accède à une thèse. C'est toujours un événement intéressant dans la communauté scientifique. Donc, félicitations encore, Martin. L'encadrement que je rappellerai rapidement, donc Bruno, c'était Fabrice Brescia, chez nous, avec Murray Potter en Nouvelle-Zélande, qui était donc officiellement les encadrants, et puis Eric Vidal qui est là également, co-encadrant. C'est ça, Eric? Bon, en tout cas, a été impliqué dans l'encadrement à un petit degré. Je ne sais pas s'il est petit ou grand, degré en dessous, avec un financement de la thèse de l'IAC. Et puis, bon, je ne sais pas si Martin pourra éventuellement commenter son expérience si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on est parti pour 30 minutes de présentation, et puis un moment d'échange qui suivra. Donc, je passe la parole à Martin. Merci Laurent, bonjour à tous et merci de vous être déplacés cet après-midi pour assister à cette présentation de ma thèse que j'ai soutenue donc à l'université de Massey au mois de juillet. C'est une thèse qui s'est déroulée de mai 2015 à avril 2018 et que j'ai donc fait à l'Institut agronomique calédonien sous la direction de Fabrice Brescia. En collaboration avec l'université de Massey, le professeur Murray Potter. Et donc je tiens à remercier l'IAC de m'avoir financé et hébergé pendant ces 3 années. À Murray Potter qui a aussi assuré l'encadrement, le co-encadrement scientifique de la thèse et qui a largement contribué à m'aider à publier les résultats obtenus pendant la thèse dans des journaux en anglais et à relire mon manuscrit en anglais. C'était pas une mince affaire d'écrire tout ce manuscrit en anglais. Et je remercie aussi donc Eric de l'IRD qui n'apparaissait pas officiellement dans mon encadrement d'un point de vue administratif, mais que j'ai pas mal sollicité au fil de ces 3 années à différents degrés. Donc le sujet de ma présentation, c'est le bulbule à ventre rouge, dynamique d'invasion et impact écologique d'un oiseau introduit en Nouvelle-Calédonie. C'est tout simplement la traduction de ma thèse et du titre du manuscrit à la fac de Nouvelle-Zélande. Donc ma présentation va se dérouler de cette façon-là. Je vais d'abord faire un petit rappel introductif du contexte des invasions biologiques et du cas du bulbule à ventre rouge en Nouvelle-Calédonie. Et je vais vous expliquer en quoi ça a permis de définir les différents objectifs de ma thèse. Ensuite, je vais vous présenter les méthodes que j'ai utilisées pour répondre à ces objectifs et qui ont été découpés en plusieurs chapitres qui constituent donc les chapitres de ma thèse.
Je vais vous présenter aussi, bien sûr, les principaux résultats obtenus sur la population de bulbule à ventre rouge de Nouvelle-Calédonie, sur les impacts qu'on a étudiés, et aussi un chapitre sur l'évaluation de la niche climatique mondiale potentielle de l'espèce. Et dans une dernière partie, je discuterai de certains éléments autour de la gestion du bulbule à ventre rouge en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est parti pour quelques éléments introductifs. Pour moi, le contexte général de cette thèse, il est bien résumé dans la cible numéro 9 donc de la Convention pour la biodiversité biologique, qui définit qu'à d'ici 2020, il est préconisé d'identifier les voies d'introduction et de prioriser les espèces exotiques envahissantes afin de les contrôler, les éradiquer et de gérer donc ces voies d'introduction pour prévenir leur introduction et leur établissement. Ce qui est intéressant dans cette cible, c'est qu'on nous donne des indices sur pourquoi il faut étudier les espèces envahissantes, parce qu'elles contribuent, elles sont un des éléments qui contribuent majoritairement à la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Où est-ce qu'on devrait commencer? Certainement dans les milieux insulaires, puisqu'ils sont particulièrement sensibles aux impacts des espèces envahissantes. Et qu'est-ce qu'on devrait étudier? Certainement les compétitions avec les faunes natives, les compétitions donc pour la ressource, les impacts en termes de sécurité alimentaire, de santé publique et de développement économique. Donc les différents hotspots de biodiversité qui sont représentés sur cette carte symbolisent les endroits de la planète où les taux de biodiversité et d'endémisme sont très importants. Et ce sont des territoires d'un intérêt tout particulier pour l'étude de l'impact des espèces envahissantes. Et la Nouvelle-Calédonie fait donc partie de ces hotspots de biodiversité définis à l'échelle mondiale. Pour aider ensuite les gestionnaires et les chercheurs à définir des priorités pour l'étude et la définition de stratégies de gestion pour les espèces envahissantes, les institutions internationales ont défini des listes de priorités comme celle-ci, qui est celle de l'IUCN, qui liste 100 espèces les plus envahissantes au monde, parmi lesquelles on retrouve des envahissantes très connues, des prédateurs comme les rats, les armines, qui sont l'objet du programme Predator Free Nouvelle-Zélande, qui est en cours de définition en ce moment, des fourmis envahissantes qu'on a ici, l'escargot géant africain, et il y a 3 espèces d'oiseaux qui apparaissent sur cette liste, donc le merle des Moluques, le patte jaune, et le bulbule à ventre rouge, qui a été donc l'objet de mon étude et qui est original en Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est en cours d'invasion comparé au merle des Moluques, qui lui est déjà bien établi partout sur la Grande Terre. Alors le bulbule à ventre rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un passereau de la famille des Pycnonotidés. Donc c'est celui-ci représenté ici avec une crête noire et reconnaissable aussi en grande partie avec les plumes rouges qui sous caudale. Donc le nom de la sous-espèce qui est présente en Nouvelle-Calédonie, c'est Pycnonotus caffer bengalensis. Donc c'est un oiseau qui est originaire de la péninsule indienne. Et la sous-espèce bengalensis se retrouve particulièrement dans l'Himalaya et dans la plaine du Gange. Donc, d'après les données présentes dans la littérature, la première mention du bulbule à ventre rouge en Nouvelle-Calédonie, elle est enregistrée dans ce travail de Gilles et collaborateurs qui est publié en 1995 et qui nous dit que un nombre inconnu de bulbules ont été relâchés à Nouméa juste avant 1983 et qu'ils ont supposément été relâchés par un commerçant d'oiseaux de cage qui les aurait lâchés pour éviter des poursuites liées à l'introduction d'une espèce sur le territoire. Donc le bulbule à ventre rouge est d'abord resté assez discret avant de devenir une star méconnue, et ça représente bien le fait que les premières observations ont fait penser aux producteurs de fruits et aux observateurs que l'espèce pouvait avoir un impact sur les productions fruitières et sur la faune native sans qu'on ait une quantité de données suffisante pour avoir des informations quantitatives auxquelles se référer.
Mais donc le premier travail qui a eu lieu, qui a été fait en Nouvelle-Calédonie, donc c'est ce rapport de 2008 de l'IAC qui explorait l'impact de l'avifaune et aussi des roussettes sur les productions fruitières en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce rapport, il est fait mention du fait que le bulbule à ventre rouge, qui est donc une espèce introduite, constitue une menace sérieuse et serait responsable de 100% de perte d'une production de litchi sur Doméa pour la deuxième année consécutive. Donc ça témoigne de l'attention un peu alarmiste qui était attribuée au bulbule à ce moment-là, et c'est un peu ce qui a poussé à mettre en place un projet de recherche et ce projet de doctorat sur pied. Et c'est autour de ce contexte donc que j'ai défini les objectifs de ma thèse, qui sont les suivants. Le premier, c'était de faire une synthèse des connaissances disponibles dans la littérature grise et dans la littérature scientifique. Le deuxième, c'était de suivre l'expansion de la population présente en Nouvelle-Calédonie pour évaluer les risques liés à sa dispersion, notamment sur la vie faune native et la consommation des plantes. Et tout cela devait servir à alimenter un plan d'action donc qui est en cours de développement pour l'espèce. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai aussi cherché à estimer la niche climatique mondiale potentielle de l'espèce pour voir si les scénarios de changement climatique aujourd'hui admis pourraient avoir un impact potentiel sur les endroits où l'espèce pourrait s'établir si on l'y introduit, et si le climat futur pourrait influencer ces zones potentielles d'établissement pour le bulbule. Donc voilà pour les éléments d'introduction. Je vais vous présenter maintenant les méthodes que j'ai utilisées selon donc les 5 chapitres de ma thèse. Comme je l'ai dit, la première partie c'était donc une synthèse bibliographique. Et pour faire cette synthèse, je suis allé chercher de l'information dans 3 bases de données mondiales de suivi ornithologique et aussi dans la littérature scientifique. Donc comme vous voyez ici, c'était principalement des journaux à comité de lecture, mais aussi quelques livres, magazines, des rapports un peu plus, qui font partie de la littérature un peu plus grise, mais qui ont permis d'avoir accès à pas mal d'informations. Donc ça, c'était pour la partie synthèse bibliographique. Ça a permis de définir les chapitres de la thèse, dont le premier, c'était d'étudier l'invasion en Nouvelle-Calédonie, et pas seulement l'invasion en Calédonie, mais aussi l'impact sur les productions fruitières, puisque les exploitants maraîchers étaient les premiers à faire remonter des impressions et des informations sur la dispersion de l'espèce. Donc ce chapitre, il s'est articulé autour de 5 types différents de méthodologies. Le premier, c'était la poursuite d'un suivi de la distribution qui avait été initié en 2008 et donc qui consiste tous les 2 ans à faire des points d'écoute tout au long des 2 fronts d'invasion nord et sud pour mettre à jour la distribution de l'espèce. Le deuxième, c'était de définir quels habitats étaient occupés par le bulbule à ventre rouge. Donc là, l'hypothèse de départ, c'était qu'il était restreint aux habitats urbanisés. Donc j'ai fait des transects des habitats urbains vers des milieux forestiers, de forêts sèches et de forêts humides pour voir à quel point les oiseaux avaient la capacité de rentrer dans les forêts. Ensuite, j'ai estimé les densités d'oiseaux le long d'un gradient d'urbanisation en utilisant une méthode de distance sampling. Donc là, c'est des itinéraires échantillons où on compte le nombre d'oiseaux observés sur la droite et la gauche de l'itinéraire, on mesure la distance et ça nous permet d'avoir accès à un nombre d'individus par une unité de surface. J'ai aussi fait des tests comportementaux de préférence alimentaire qui, eux, étaient destinés à identifier d'une part des productions qui pourraient être particulièrement sensibles aux impacts du bulbule et d'autre part à définir des qualités d'appât potentiel pour la capture. Et enfin, j'ai fait un test en plein champ à la station agronomique de Saint-Louis où on a mesuré les impacts différentiels des bulbules sur des plants de tomates qui étaient couverts ou non par des filets pour essayer de quantifier quels pouvaient être les impacts donc du bulbule sur les productions de tomates en Nouvelle-Calédonie. Dans le 3e chapitre, je me suis intéressé à la relation entre le bulbule à ventre rouge et l'avifaune native. Donc c'est un travail qui a été permis grâce à une collaboration mise en place avec la Société calédonienne d'ornithologie, qui est en charge du suivi temporaire des oiseaux terrestres de Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai eu accès à un extrait de la base de données STOT, et qui était focalisé donc sur les occurrences du bulbule qui sont en rouge dans la figure que vous voyez en haut, et les occurrences et les abondances de 14 autres espèces
qu'on a défini ensemble avec les membres de la SCO sur la base de leurs expériences de terrain et sur la base de leur présence dans différents types de milieux, pour essayer de mettre en relation sur la base d'analyses statistiques la présence et l'abondance du bulbule avec l'abondance et la présence de ces oiseaux natifs et introduits. Dans le chapitre suivant, où je me suis intéressé au rôle de bulbule à ventre rouge sur la dispersion des graines, puisqu'il est frugivore, et qu'il a été, il a été associé à la dispersion du Miconia en Polynésie française. C'était un des résultats de la review. Pour faire ça, j'ai encore utilisé plusieurs méthodes. Tout a démarré et a été possible grâce à l'appel qu'on a lancé aux chasseurs et à la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. Donc, ce sont des chasseurs assermentés qui ont répondu à l'appel et qui nous ont fourni notre matériel de travail, donc des animaux qui avaient été abattus par eux. Ces animaux, ils ont servi en laboratoire à faire des analyses de régime alimentaire pour essayer de non seulement avoir une idée de la diversité des plantes consommées, leur origine, mais aussi de quantifier ces bols alimentaires. Les restes qu'on a trouvés dans les tubes digestifs ont été analysés de par des critères morphologiques, mais aussi grâce aux connaissances des experts botanistes qui sont présents à l'IAC et à l'IRD. On a fait une expérimentation aussi pour essayer d'évaluer le temps de digestion de différents types de graines par le bulbule, pour avoir une idée de quelle pouvait être ensuite la distance à laquelle les oiseaux pouvaient disperser les graines autour d'un arbre source. Et les graines qu'on a données donc à manger au bulbule, on a ensuite testé leur potentiel de germination en comparaison avec des lots témoins qui n'avaient pas été consommés, pour voir s'il y avait un impact de la digestion par l'oiseau sur le succès de germination donc de ces graines qu'on a testées. Et donc dans la dernière partie de ma thèse, qui a pris naissance grâce au fait que j'ai pu participer à une conférence qui s'appelait Island Invasive en 2017, et discuter avec des collaborateurs là-bas m'ont permis de mettre en place ce dernier chapitre où on a essayé de modéliser, d'après les données climatiques actuelles, les données de présence qu'on avait au niveau mondial, la niche climatique potentielle de l'espèce à l'échelle mondiale. Et ensuite, d'après donc les scénarios de changement climatique, à quel point elle pouvait évoluer. Et donc j'ai fait ça pas uniquement pour le bulbule à ventre rouge, mais aussi pour le merle des Moluques et pour le bulbule orphée, ce qui a permis en fait, ce sont des oiseaux qui ont la même origine géographique et des niches écologiques à peu près semblables. Et donc, du coup, avoir une idée de la présence cumulée de ces différentes envahissantes à différents endroits pouvait donner une idée du risque de multi-invasion sur ces zones-là. C'est pour ça que j'ai choisi ces trois espèces-là. Donc voilà pour les méthodes. Je vais vous présenter maintenant les principaux résultats obtenus. Je vais essayer de les discuter en même temps et de donner quelques limites et perspectives. Donc ça c'est la première figure qui apparaît dans la synthèse bibliographique qu'on a publiée dans le journal Biological Invasion. C'est une carte de distribution de l'espèce à l'échelle mondiale qui a été mise à jour et sur laquelle on voit qu'il y a deux aires de distribution exotiques principales, une qui est située dans le Pacifique, qui regroupe plusieurs archipels du Pacifique, et l'autre qui est située au Moyen-Orient. Donc en vert, vous voyez ici l'aire de distribution native. Et puis plus récemment, il y a quelques populations introduites qui ont été détectées à Houston, aux États-Unis, dans les Canaries et dans le sud de l'Espagne. Donc d'après les éléments qu'on a pu collecter, sur 19 endroits où l'espèce a été introduite, il s'est établi 17 fois. Donc ça fait des succès d'établissement d'après ces informations-là qui sont assez élevés. Donc on a une aire de distribution qui est faite de 32 territoires insulaires et de 7 zones continentales. Associé à ça, on a trouvé peu d'informations quantitatives sur les effets du bulbule à ventre rouge, ses impacts dans ces différentes localités introduites. Et on n'a trouvé qu'un seul exemple de gestion mise en place dans ces aires introduites contre cette espèce. La figure
peut-être principale de ce premier travail, ce premier chapitre, c'est celle-ci qui montre sur les 3 axes les impacts majeurs associés à l'espèce, que sont les impacts donc sur les productions fruitières, les pressions sur les faunes natives et la dispersion de plantes. On voit ici que c'est les impacts sur les plantes cultivées qui est le plus souvent rapporté dans la littérature, mais ce qu'on voit surtout, c'est que toute cette information, elle vient de très très peu d'endroits. Si on enlève Fidji, la Polynésie française et Hawaï, on a quasiment plus d'études dédiées à l'évaluation des impacts de l'espèce. Donc c'est un biais géographique important et qui légitime sans doute le fait de mener des études quantitatives dans d'autres territoires pour avoir une réponse la plus adaptée possible à la dispersion de cette espèce. Donc je vais vous présenter les résultats obtenus pour chacun de ces 3 axes qui correspondent à 3 types d'impacts différents, en commençant par les dommages sur les plantes cultivées. Donc les résultats du test en plein champ, ce sont ceux-ci. On a d'abord montré que du coup la pose de filets, heureusement, n'a pas influencé la production de tomates par plant. Heureusement aussi, les filets ont protégé les tomates des dommages des oiseaux. Les dommages des autres ravageurs ont été un petit peu moins importants sur les plants non protégés, mais globalement, les dommages enregistrés par les oiseaux correspondaient à la somme des dommages causés par les autres ravageurs dans notre expérimentation. La caractéristique des fruits qui ont été impactés, c'est leur couleur rouge comparée aux autres stades de maturité, ce qui correspond à des fruits de taille intermédiaire et à des taux de sucre assez importants. Donc globalement, le résultat majeur, c'est que sur cette expérimentation en plein champ, on a mesuré des pertes d'environ 18% liées à la consommation des tomates par les oiseaux, qui faisait que les tomates étaient plus commercialisables. Et en extrapolant ça aux chiffres de la production de tomates en Nouvelle-Calédonie pour septembre 2016, le mois où a été conduite cette expérimentation, on arrivait à un impact, une perte économique d'à peu près 1 900 000 francs CFP. Donc on a choisi les tomates parce que le test en captivité de comportement a montré, quand on offrait des faux fruits de différentes couleurs aux oiseaux, que c'est toujours quasiment vers le rouge qui se présentait en premier, et c'est les fruits qui consommaient en plus grande quantité. Donc ça, c'est une information qui a été utile donc pour sélectionner les tomates comme espèce candidate pour notre test, mais c'est aussi quelque chose qui peut être utile pour la définition d'appât dans une perspective de piégeage, par exemple. Et dans cet article qui est à paraître en début 2019, donc dans le proceeding de cette conférence, on a aussi montré les travaux qu'on a fait autour de la description de la population calédonienne. Donc on voit ici les résultats des suivis enclenchés en 2008 et reproduits en 2012, 2014 et 2016, de différentes couleurs, du rouge vers le jaune. On voit l'expansion présumée de l'aire de distribution de l'espèce. Les points verts et gris, ce sont des points qu'on a inventoriés où on n'a pas vu de bulbule à ventre rouge. Et les triangles verts que vous voyez ici et les losanges correspondent aux milieux d'interface qui ont été explorés entre donc des milieux habités par l'homme et des patchs de forêts humides pour les triangles et de forêts sèches pour les losanges. Donc au-delà de la dispersion qui suit vraisemblablement les corridors urbains vers le nord et vers le sud, cette étude a permis aussi d'évaluer, d'estimer que la croissance de la population et sa dispersion vers le nord et le sud est certainement en train d'augmenter. En tout cas, c'est ce que suggère vers le nord les suivis qu'on a fait. C'est peut-être moins le cas vers le sud, donc ça pose des hypothèses autour de l'utilisation des habitats et l'efficacité des corridors urbains vers le nord et le sud à faciliter la dispersion de l'espèce. On n'a pas tout à fait les mêmes milieux ni les mêmes degrés d'urbanisation, et c'est ce qui pourrait expliquer ces différences entre le nord et le sud. Et on a estimé à environ 140 000 individus la population calédonienne, en se basant sur, bien sûr, l'étendue de l'aire de distribution qu'on a évaluée, mais aussi en se basant sur les densités
qu'on a estimé à 4 sites à différentes positions sur un gradient d'urbanisation. Donc on a compté à peu près 200 individus au kilomètre carré dans Nouméa et à peu près 150 dans des zones périurbaines comme Païta et Robinson pour descendre à 30 individus au kilomètre carré dans la zone de Tomo. Donc c'est un gradient de densité qui suit le gradient d'urbanisation et la distance au point d'introduction. Donc ça, c'était pour la partie impact sur les plantes cultivées. Je vais maintenant vous donner quelques infos sur les résultats qu'on a obtenus dans le programme en collaboration avec la SCO pour évaluer la pression sur les faunes natives. Donc d'abord, on a essayé de faire des modèles stats pour expliquer l'abondance du bulbule à ventre rouge et les variables de façon non surprenante qui ont répondu, c'est la distance donc au lieu d'introduction et les habitats avec les habitats urbains qui sont largement surreprésentés là où on a du bulbule. Et donc le premier résultat intéressant qu'on a fait, c'est qu'en testant donc 14 espèces d'oiseaux, en réponse à la présence du bulbule, on s'est rendu compte que dans 9 cas, des espèces natives étaient très peu présentes, très peu abondantes ou même absentes sur les points où était présent le bulbule à ventre rouge. Et c'est intéressant parce que on a trouvé ce phénomène sur des oiseaux natifs, mais ça n'a pas du tout été le cas avec les compétiteurs potentiels d'origine introduite. Ici, ce qu'on voit, c'est que aussi les données sont moins significatives pour les Zoostérops, dont plusieurs espèces sont comptées simultanément dans le STOT, et pour le méliphage à oreillons gris, dont une des hypothèses pour expliquer cette différence sur ces deux espèces-là, ça pourrait être le fait que on observe assez souvent dans les jardins une ségrégation temporelle d'accès à la ressource avec les bulbules qui arrivent en premier, qui font des trous dans les fruits, notamment sur les papayes, etc., et qui donnent l'accès ensuite à des oiseaux comme ceux-ci pour consommer les fruits. Donc j'ai fait des modèles pour expliquer l'abondance de 4 espèces qui étaient celles qui se regroupaient le plus, celles qu'on retrouvait le plus dans l'aire de distribution connue du bulbule à ventre rouge. Et pour expliquer ces abondances, l'un des facteurs qui ressortait à chaque fois, c'est la présence du bulbule à ventre rouge qui était tout le temps associé aux abondances de ces 4 espèces les plus faibles. Donc c'est le lève-queue, c'est les lunettes, c'est le siffleur Chtong et c'est le loriquet. Et ce qui est intéressant aussi, donc on voit que la relation de l'impact de la présence du bulbule qu'on a vu dans la figure précédente se retrouve aussi en termes d'abondance. Ça veut dire que les abondances, plus on a de bulbules à un point donné, moins on a de ces espèces. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur 2 de ces espèces, il semble y avoir un rôle de la position dans le gradient d'habitat sur la présence de ces espèces. Donc à partir de ça, il nous restait une question à répondre, c'était est-ce que le bulbule à ventre rouge est responsable d'un déclin de ces oiseaux natifs ? On a regardé les variations temporelles d'abondance de ces 4 espèces d'oiseaux dans le temps et on s'est rendu compte que les abondances étaient stables. Et donc j'ai émis l'hypothèse que en se basant sur cet impact de la position dans le gradient d'habitat, le bulbule à ventre rouge pourrait être responsable non pas d'un déclin sec de ces populations d'oiseaux natifs en termes d'abondance, mais pouvait peut-être plutôt amener à un réassemblage de différentes espèces le long d'un gradient d'urbanisation, ce qui expliquerait pourquoi ces oiseaux natifs, on les voit plus aux endroits où il y a du bulbule, mais on les voit un petit peu plus loin sur le gradient, sur d'autres sources. Voilà pour cette partie. Je vais vous parler maintenant de l'étude menée sur la dispersion des plantes. Donc tout d'abord les résultats de ce qu'ils consomment. Donc on voit ici que dans la plupart des cas, ce qu'on a retrouvé dans les tubes digestifs des bulbules, c'est des fruits entiers ou des graines, ce qui renforce l'intérêt d'évaluer son potentiel de dispersion. Dans 80% des cas, les plantes qu'on a identifiées étaient d'origine introduite.
Et on a seulement trouvé 3 exemples de plantes natives dans les tubes digestifs des bulbules, et ça correspondait à des graines qui faisaient une taille maximum de 14 mm pour donc être capable de transporter la graine entière sans l'endommager. En tout, on a trouvé 14 familles de plantes, un genre et 16 espèces. Et ce qui est intéressant, c'est l'effet qu'on a observé sur la germination. On a eu des succès de germination satisfaisants pour 2 espèces de plantes qu'on a testées, qui avaient des statuts de conservation opposés, donc le faux poivrier qui est en bas et le Myrtastrum rufopunctatum qui est en haut. Et pour ces 2 cas, on a eu des effets inverses de la consommation par le bulbule. Alors ici, on s'est rendu compte que quand on donnait à consommer des plantes de faux poivrier par le bulbule, les taux de germination étaient faibles, certes, mais qu'ils étaient comparables à ceux d'une graine dont on aurait enlevé l'exocarpe. Et donc c'est des informations qui viennent en complément de travaux passés qui ont montré que le fait d'enlever l'exocarpe des graines de faux poivrier par les oiseaux avait tendance à accélérer leur germination. Donc c'est effectivement ce qu'on a retrouvé ici. Donc la consommation par le bulbule revient à préparer entre guillemets la graine et faciliter sa germination. Par contre, quand on regarde les résultats obtenus pour le Myrtastrum, on s'est rendu compte que les graines qui avaient été consommées et digérées par le bulbule à ventre rouge ont moins germé et moins rapidement que celles qui avaient été consommées, qui n'avaient pas été consommées et qui avaient été plantées directement en serre. Donc ça ouvre de nouvelles hypothèses sur le fait que le bulbule à ventre rouge présent dans les milieux urbains a principalement accès à un cortège de plantes introduites. Donc ces résultats, les résultats du régime alimentaire en tant que tel ne nous ont pas vraiment surpris. Mais de par son effet sur la germination, il se pourrait qu'il ait un effet catalyseur de certaines dispersions de plantes, et ça demande à être testé en regardant notamment le rôle des oiseaux natifs dans la dispersion de ces mêmes plantes, afin d'avoir des éléments de comparaison, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Dans l'objectif d'estimer la distance de dispersion des oiseaux quand ils étaient en train de se nourrir, donc on a équipé quelques oiseaux qu'on a suivis pendant des sessions d'1 heure à 1 heure et demie. Je remercie Malik d'avoir participé à ça. On a estimé que les temps de digestion, ils allaient entre 15 et 40 minutes, et que ça correspondait à des distances parcourues qui allaient entre 100 et 200 mètres. Donc c'est des distances de dispersion quand les oiseaux s'alimentent qui sont relativement faibles autour d'un arbre source. Bien sûr, ça pourrait être amélioré, précisé en équipant des oiseaux, plus d'oiseaux déjà, dans différentes zones, à différentes saisons, mais surtout en équipant par exemple des jeunes au moment de la dispersion pour avoir une idée des trajectoires maximum qu'ils peuvent parcourir à ce moment-là. Et enfin, la dernière partie des résultats obtenus, c'est donc cette modélisation de la niche climatique potentielle du bulbule à ventre rouge, ce qu'on voit là-haut. En bleu, c'est les points d'occurrence connus natifs, et en rouge, c'est les points où il a été introduit et où il s'est établi. Donc vous voyez en dégradé du vert en blanc des zones où le climat est propice à l'établissement de l'espèce si jamais il y est introduit, et en blanc où les données climatiques suggèrent que ce serait moins propice. Pour ce qui est de la multi-invasion, on a d'après les données climatiques actuelles le risque de multi-invasion par les 3 espèces que j'ai étudiées ici. Les scénarios d'après les scénarios du changement climatique reconnus par le GIEC à l'heure actuelle, et l'augmentation, la différence entre les deux qui est présente ici. Donc on voit qu'il y a des risques de multi-invasion qui sont assez forts dans les milieux côtiers, en zone tropicale et subtropicale. Et ce qu'on voit pas très bien à la résolution de ces cartes, mais quand on zoome un peu, c'est que ces aires de distribution potentielles concernent vraiment un nombre important de systèmes insulaires. Et on a par exemple 44 îles qui seraient potentiellement propices à l'établissement de ces 3 espèces, alors qu'aucune n'est présente pour l'instant. Donc ça donne des perspectives en termes de priorisation pour la biosécurité dans certains territoires insulaires, pour anticiper et éventuellement empêcher l'introduction de ces espèces.
Quelques mots pour finir autour de la gestion de l'espèce en Nouvelle-Calédonie. La première chose qui semble importante, c'est de maintenir des niveaux de biosécurité forts. C'est une espèce qui se trouve toujours en vente sur Internet, malgré les conventions internationales et les restrictions nationales. Et c'est une espèce qui est toujours commercialisée et vendue, puisque en Nouvelle-Zélande, après avoir éradiqué le bulbul dans les années 50, ils ont dû quand même faire face à plusieurs nouveaux événements d'introduction, notamment en 2006 et plus récemment en 2013. Qu'ils ont pu endiguer uniquement en mettant en place des primes de $1000 pour informer la présence du bulbul et pour toute information qui menait à la capture ou à l'abattage des individus. Donc ça demande des efforts assez importants et des investissements aussi assez importants. Le deuxième paramètre qui me semble important à mettre en avant, c'est d'informer les populations sur l'espèce, l'évaluation de ses impacts, sa distribution, etc. Ça a un sens pour sensibiliser les gens, mais ça a aussi un sens dans la perspective d'engager des opérations de gestion en milieu habité par l'homme, puisque dans ces milieux-là, il paraît inenvisageable d'avoir un effet significatif et effectif lorsqu'on n'est pas soutenu et lorsque la population ne met pas la main à la pâte directement. Ce qui est intéressant, c'est que d'après plusieurs discussions en groupe technique, la collaboration qui s'est mise en place petit à petit avec la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie et puis les travaux qu'on a menés à l'IAC, il y a cette chaîne de réaction qui a été mise en place ces dernières années et qui a pour objectif de contenir la population dans l'aire géographique qu'elle occupe actuellement. Donc c'est une action qui est possible uniquement en mettant en collaboration les efforts de plusieurs institutions. Le Conservatoire des espaces naturels a diffusé des affichettes en mettant à disponibilité un numéro de téléphone et une adresse mail pour que les gens puissent rapporter la présence de l'espèce, des dommages potentiels, etc. Mais surtout la présence de l'espèce qui, quand elle est mise en regard de la distribution connue, peut amener au déclenchement d'une réaction, c'est-à-dire qu'on sollicite les partenaires à la province et à la fédération pour que soient dépêchés sur place des chasseurs assermentés qui, dans la mesure du possible, essayent d'abattre les oiseaux avant que, si ce sont de potentiels individus fondateurs, viennent augmenter la taille de l'espace occupé par l'espèce. Donc ça paraît important de continuer à développer ce système d'action pour continuer à maintenir l'espèce dans une aire de distribution contenue et présente dans des milieux urbanisés où les impacts potentiels sur différents compartiments de la biodiversité et des productions seraient certainement moins importants. Tout ça rentre aussi un peu dans le cadre de la stratégie actuellement en cours de développement par le CEN d'une stratégie d'action pour les espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie. Donc les résultats de cette thèse ont été largement intégrés dans un plan d'action simplifié qui a été livré au CEN il y a quelques temps. Pourquoi ? Parce que cette espèce a été considérée, inscrite dans la liste des vertébrés de priorité numéro 1 pour le territoire. Et donc toutes ces informations quantitatives, même descriptives, permettront, j'espère, de construire un plan de gestion et d'action adapté au contexte calédonien pour le bulbul à ventre rouge. En termes de stratégie de gestion, il y a plusieurs approches qui sont possibles et qui ont été mises en place pour différentes actions envahissant dans le monde et dans les îles. Le premier objectif qui saute aux oreilles, c'est peut-être l'éradication complète. Bon, ça paraît assez peu faisable en l'état, étant donné l'étendue de la population, le nombre d'individus et surtout le fait que c'est une population qui est ancrée dans des milieux habités. Donc on imagine difficilement pouvoir abattre systématiquement des oiseaux à l'arme à feu dans des milieux habités. C'est assez compliqué. Par ailleurs, il n'y a pas d'exemple connu d'éradication de cette échelle, à cette échelle dans des zones habitées, dans des territoires insulaires.
Le fait de contenir la population dans son occupation actuelle du territoire, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est donc déjà abordée en tant que telle dans le cadre de la réaction dont je viens de vous parler. Et on peut aussi envisager une autre approche qui serait du contrôle ciblé dans certaines zones prioritaires, et ce qui peut être légitimé par la protection de certaines productions agricoles, par la prévention de la dispersion de certaines graines. Je pense notamment aux risques liés à la superposition de l'aire de distribution du bulbule et à celle du Myconia qui est en cours de dispersion, et potentiellement aussi de protéger certains taxons faunistiques, que ce soit de la compétition avec le bulbule si on parle d'oiseaux, que ce soit de la prédation si on parle d'insectes endémiques ou de lézards endémiques. En termes de méthodes, ce que j'ai mis sur la droite, il y a différentes méthodes qui sont utilisées actuellement pour lutter contre le bulbule, notamment en Polynésie. Ça a été déjà mis en place. Ce sont souvent c'est souvent l'accumulation et l'utilisation simultanée de plusieurs méthodes qui donnent des résultats satisfaisants et significatifs. Donc les 3 méthodes, ce sont celles-là: l'utilisation de poisons, donc c'est ça la qualité d'être utilisable à large échelle, mais ça représente un risque notamment lié à l'empoisonnement d'espèces non cibles. La deuxième, on en a déjà parlé, c'est le tir. Et donc c'est une méthode très très efficace à petite échelle, mais qui nécessiterait un effort important si on s'attaque à une population de cette taille-là. Et la capture qui a la particularité d'être une méthode évolutive qui peut s'adapter aux différents objectifs, différentes étendues de zones à contrôler, et qui aussi nécessite par contre un effort sur le long terme, un entretien des cages, etc. Et donc je vous ai mis aussi trois méthodes qui permettent d'augmenter la localisation des oiseaux et l'efficacité des systèmes de capture, que sont la repasse, donc qu'on a mis à disposition des chasseurs pour abattre les oiseaux, ou dans le cadre des chaînes de réaction, ils ont aussi accès au chant des oiseaux utilisés et diffusés avec un enregistreur pour attirer les oiseaux. Donc l'utilisation d'appâts colorés qu'on a testé à l'IAC en captivité et qui marche bien, et l'utilisation d'appelants qui a un impact très positif sur la qualité, la rapidité et le succès des captures. Et c'est fini pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui a une question? C'est bon. Merci Martin. Dans la mesure où je commence les questions, avant d'entamer les points d'interrogation, c'est juste te remercier pour ta contribution qui va bien au-delà de ta thèse. Évidemment, c'est important. Mais comme tu l'as dit, qui servira, je l'espère, les plans d'action à venir à l'échelle pays. Donc merci à toi et plus largement à l'IAC. J'ai une première question sur la distribution, et donc ta carte de distribution, dont la langue de 2016 atteint la foi. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous dire quelques points sur le domaine vital de l'espèce et sa capacité de dispersion, d'une part, et d'autre part, concernant cette carte, le nombre de points d'animaux recensés pour justifier le fait d'aller jusqu'à la foi, dans la mesure où, comme tu sais, il y a des apparitions de bulbules qui sont certainement pas liées à la biologie de l'espèce ni à sa dispersion naturelle, mais plutôt à la volonté de l'homme, volontairement ou involontairement, de le disperser. Raison pour laquelle on a encore, il y a quelques semaines, vu un bulbule à Bogen. Il y a quelques années sur Point d'Imier. C'est clair que ce ne sont pas des spécimens qui se sont envolés depuis Boulou-Paris. Donc, est-ce que tu peux nous évoquer le taux de dispersion, le domaine vital et le nombre de points qui justifient le fait de faire remonter jusqu'à la fois la dispersion actuelle? Merci. Eh bien, merci pour ta question, Patrick. Effectivement, donc je vais revenir sur la carte, ce sera un peu plus simple.
Voilà, donc c'est une carte qui a été, comme tu le sais, définie en partie avec donc les points qu'on a fait donc tous les 2 ans, qui correspondent à peu près 200 points visités à chaque fois. Et en 2016, effectivement, on a mis une langue jusqu'à Pau-Creux pour la simple et bonne raison qu'on a, grâce aussi au service du CEN et de l'IAC, détecté 2 individus présents dans un premier temps. Donc vous avez fait une opération de contrôle assez rapidement une fois qu'on est allé confirmer la présence des oiseaux sur place. Et donc c'est d'abord ça qui a motivé le fait de symboliser la présence de l'oiseau ici, mais c'est aussi d'autres témoignages qui ont eu lieu à la fois et à Pau-Creux après ça, notamment par Christian Mille qui nous a relayé qu'ils avaient à nouveau entendu des oiseaux après cette période-là. Donc ça consiste en quelques points seulement autour de Pau-Creux pour répondre à ta question. Ceci dit, c'est une carte qui a pour vocation de donner une idée de l'étendue de la distribution de l'espèce, et on considère qu'à partir du moment où on a été capable de contacter quelques individus, pas un seul individu pionnier, mais quelques individus, sur une zone continue entre Boulou-Paris et La Foix, on a simplement fait cette approximation qu'ils étaient certainement en cours d'arrivée à La Foix. Pour répondre à ton autre question, le suivi des distances parcourues par les oiseaux qu'on a mesuré, qui n'étaient pas sur des échantillonnages très importants en termes de nombre d'oiseaux équivés dû à des limitations en termes de matériel, mais on suggérait que c'était des domaines vitaux qui étaient de l'ordre de 120-130 km² dans des zones périurbaines avec des densités de ressources assez importantes. Quant à la dispersion, on n'a tout simplement pas évalué la distance de dispersion des oiseaux en Nouvelle-Calédonie pendant ce projet, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas eu le temps, et la deuxième, c'est parce qu'on n'avait pas le matériel et les ressources nécessaires pour le faire. Donc j'imagine que si tu cherches dans la thèse de Dick Watling, qui a fait son doctorat à Fidji sur la population introduite, tu pourras trouver des éléments liés à la dispersion et notamment beaucoup d'éléments très précis sur le cycle de reproduction et toutes les caractéristiques démographiques de l'espèce, parce que lui, il a vraiment focalisé son travail de recherche là-dessus, quand moi, j'ai principalement focalisé mon travail sur l'évaluation des impacts. Merci beaucoup pour cette réponse. Si vous le permettez, j'ai une deuxième question, cette fois-ci plus pragmatique et liée à la lutte. Pour des raisons de temps, je suppose, tu nous as pas trop parlé des tests que tu as effectués sur le développement de pièges. On sait que si on met à disposition, je dis ça parce qu'on nous pose très souvent la question pour les gens qui nous sollicitent, qui voient du bulbul dans le contexte de la détection précoce. Et ce genre de question m'a été posée à l'entrée même de l'amphi aujourd'hui. Donc, quand est-ce qu'on pourra disposer d'un piège, et notamment d'un piège qui s'auto-alimente, entre guillemets, sans forcément devoir nourrir tous les jours un appelant, même si c'est évidemment très efficace, mais tu connais la limite que ça peut avoir quand on met ce genre d'outils à disposition des gens. Donc, quel est éventuellement l'avenir ou les derniers résultats que tu peux avoir sur le modèle de corbetière miniature que tu as testé pour la guerre? Merci. Effectivement, c'est une question hyper intéressante, et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question de concrètement en termes d'application, quelles sont les modalités de piégeage disponibles. On a pas mal échangé tous les deux en particulier sur ce sujet au cours de ces 3 dernières années. Donc tu sais que des expérimentations ont été menées à Port-la-Guerre. En revanche, j'étais à aucun moment responsable ou en charge de ces expérimentations. C'est un programme qui avait été lancé par Fabrice et qui était un peu séparé de mon travail de thèse. Ce que je peux te dire à propos de ça, c'est que donc on a pris les différents types de pièges disponibles, qui sont disponibles pour appâter les oiseaux. Hein. Comme tu le sais, différents types de pièges sont adaptés au piégeage des bulbules, et en particulier les pièges de type cage à pie avec des appelants.
Et je pense que tu as aussi très bien identifié, c'est ce que tu dis dans ta question, tous les risques et tous les inconvénients qu'il y avait à l'utilisation de ces pièges-là. Donc on a testé, c'est ce que j'ai voulu mettre dans la dernière diapo de ma présentation, c'est qu'on a testé différents types d'enrichissement des méthodes de capture qui pouvaient améliorer l'efficacité de ces captures. Donc on a des systèmes qui sont un peu plus conflictuels, comme l'utilisation de leurres et d'aplants. Comme tu dis, c'est des oiseaux vivants qu'il faut entretenir, maintenir en captivité. Ça pose des problèmes éthiques, etc. On a aussi la repasse, dont on a montré avec ces tests menés par Fabrice qu'elle avait un impact positif sur la capture des oiseaux. Et on a aussi les appâts colorés. Alors, la question que tu poses, elle est très concrète, c'est de savoir quand est-ce qu'on saura quoi faire. Je vais te répondre qu'on sait déjà quoi faire, que différents types de pièges sont disponibles, on connaît leur efficacité, et tout dépend de savoir quel est l'objectif de la mesure de gestion qu'on veut mettre en place. À savoir que en fonction de l'objectif, comme j'ai voulu le montrer dans ce tableau-là, on va être amené à utiliser différents types de pièges en fonction des contextes, en fonction des interlocuteurs avec qui on va avoir. Et personnellement, je crois pas qu'il y ait une solution miracle pour capturer les oiseaux partout en Nouvelle-Calédonie sans brusquer l'éthique des personnes. Tu sais qu'on a testé des appelants dans différents endroits et on s'est fait tomber dessus par des gens qui disaient que voilà, c'était des oiseaux qui devaient être en liberté et qu'on devait pas les laisser dans des cages. Tu sais tout ça aussi bien que moi. Donc je crois pas qu'il y ait une solution miracle ou un piège miracle. On a entendu qu'il y avait un privé qui vendait des cages devant Cheval Distribution le week-end, et je doute pas que les gens qui utilisent ces pièges-là vont capturer efficacement des bulbules dans leur jardin à l'époque où ils sont les plus abondants. Je pense qu'on a une bonne vision aujourd'hui des différents types de pièges disponibles, que ce soit les cages à pic, que ce soit les cages qu'on a testées à l'IAC et qui fonctionnent. Ils sont des cages de beaucoup plus grand volume qui peuvent être posées de façon presque définitive à un site en particulier avec des oiseaux appelants. Ou avec un enrichissement sonore, ou avec un enrichissement olfactif ou visuel, et qui permettent de capturer un grand nombre d'oiseaux de façon passive sur une période de temps. Donc on sait que tout ça marche, on sait à quel point les différents types d'enrichissement sont utiles ou pas pour la capture, à quel point ça augmente de façon substantielle les succès de capture. Maintenant, tout reste à savoir quel est l'objectif de l'action de gestion, et on pourra simplement utiliser la méthode la plus adaptée en fonction de notre objectif. Bonjour, je représente la SCO. Je suis moi-même stotteuse depuis 8 ans et je voulais déjà vous féliciter pour votre thèse et vous remercier du travail que vous avez fait sur le bulbule. On est ravis de voir les utilisations du STOT, les données du STOT utilisées dans ce cadre-là, parce que pour nous, notamment les stotteurs, on va faire des relevés, etc. et on n'avait pas vraiment l'application finale de nos données. Et là, ça va donner un nouvel élan aux gens, aux stotteurs qui sont sur le terrain, et aux futurs stotteurs et aux anciens stotteurs, que je remercie au passage parce qu'il y en a certains dans la salle. Et donc, la SCO est contente d'être partenaire et d'être efficace afin de protéger la biodiversité de notre pays. Voilà, simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, et je vous remercie aussi à mon tour, parce que c'est vrai que en arrivant sur un projet avec peu de données finalement disponibles, ça a été vraiment une aide significative d'avoir accès aux données du STOT. Et non seulement je vous remercie pour justement cette collaboration qui m'a donné accès à un nombre vraiment important de données standardisées sur un protocole sérieux répliqué chaque année, etc. Mais aussi pour les discussions que j'ai eues avec les membres de la SCO pendant la définition de ce chapitre et de ce travail, puisqu'on a vraiment pu échanger nos expériences de terrain et identifier des espèces ensemble, discuter des résultats ensemble. J'ai fait une restitution à certains membres de la SCO à Koumak quand j'ai eu les premiers résultats, et c'est vraiment une partie qui a donné du sens à ce travail de thèse. Donc je vous remercie pour ça. Merci beaucoup Martin pour ton travail et tout ce que ça ouvre comme piste d'action. J'avais plusieurs questions. J'en avais une première par rapport à la compétition, en tout cas les relations agonistiques avec les autres espèces d'oiseaux natifs.
C'était pas très clair, en tout cas j'ai pas très bien compris l'explication par rapport à des espèces insectivores comme le petit lève-queue ou le siffleur ictongue. Comment tu expliquais la baisse des effectifs par rapport à la présence du bulbule? Ça, c'était ma première question. Alors du coup, c'est vrai que je l'ai pas explicité, mais dans le terme compétition pour la ressource, ça inclut différents types de ressources. La ressource alimentaire qui fait sens pour certaines espèces, pour d'autres moins, comme celle que tu viens de citer. Et dans ce cas-là, on parlera plutôt d'une compétition pour la ressource en termes d'habitat, d'endroits pour la nidification ou de perchoir. Donc une des caractéristiques comportementales du bulbule à ventre rouge, c'est que il a tendance à se poser sur des branches un peu en hauteur, à la cime des arbres, et un peu à brailler jusqu'à temps que les autres espèces qui sont présentes sur un arbre sur lequel il est s'en aillent. J'imagine que ce genre d'interaction compétitive pour des ressources pas forcément biotiques peut expliquer les interactions qu'il y a entre les deux. Il y a aussi une partie de l'explication qui pourrait s'expliquer dans l'occupation de la niche acoustique. C'est lié à ça, mais c'est une espèce qui, quand elle est en présence d'autres espèces, vocalise beaucoup. Et on a pu observer sur le terrain à la fois des impacts négatifs sur certaines espèces, mais quand on n'a pas vu les oiseaux, par exemple, rentrer dans les milieux forestiers aux alentours de Nouméa, qui est pourtant une zone qui est très densément occupée par les oiseaux, on a eu l'impression que cette interaction acoustique pouvait expliquer ou contribuer à expliquer les interactions compétitives d'une part, mais aussi l'occupation de l'habitat d'autre part, puisque quand on compare la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, par exemple, où le bulbule est présent dans des forêts jusqu'à 2000 mètres d'altitude, dans des habitats non urbanisés, et ben on se demande pourquoi il y a 200 individus au kilomètre carré dans le Grand Nouméa ou à Nouméa et qu'il n'y en a pas dans les forêts. Et justement, les quelques points d'écoute que j'ai pu faire en lisière de milieu forestier ou en milieu forestier m'ont fait suggérer que certaines espèces, notamment le corbeau calédonien ou le polo-chon moine, réagissent de manière très très virulente aux chants et aux cris d'appel du bulbule. Donc j'imagine qu'une interaction acoustique pourrait aussi expliquer ces interactions compétitives pour la ressource, mais aussi l'occupation de l'habitat par l'espèce. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que tu as regardé si les fenêtres temporelles de champs privilégiés pour Ripidu, Ripisiffleur ictongue correspondaient aux fenêtres temporelles privilégiées de champs de vocalisation du bulbule? Ouais. Alors pour le coup, j'ai pas vérifié directement ça, mais pour les passereaux en général, les fenêtres qui sont préconisées pour l'écoute sont les mêmes. Donc on a échantillonné dans des larges gammes. Quand j'ai fait l'estimation par le distance sampling sur des transects où j'ai fait des points d'écoute et du suivi, je les ai reproduits à différentes horaires de la journée pour voir s'il y avait de la variabilité entre les comptages enregistrés à différents moments, en différentes heures de la matinée notamment. Et j'ai pas trouvé de différence significative entre les différents comptages répliqués à différentes heures de la journée. Donc j'imagine qu'on n'a pas forcément de biais sur l'utilisation temporelle de la niche acoustique. Par contre, la ségrégation temporelle dans l'utilisation des ressources peut expliquer le fait qu'on n'ait pas observé d'interaction négative entre le bulbule à ventre rouge et les espèces natives, les espèces introduites, comme le merle des Moluques par exemple, qui a tendance à se diriger vers le même type de ressources alimentaires notamment, mais dont on s'est aperçu qu'il était capable de justement de la ségrégation temporelle d'accès à la ressource, de cohabiter de façon de façon à pas impacter aucune des deux espèces avec le merle des Moluques. Donc en gros, le bulbule à ventre rouge arrive très rapidement sur une ressource, va avoir tendance à émettre beaucoup de cris de vocalisation pour empêcher les autres oiseaux de venir s'approcher de lui, etc. Et le merle des Moluques, lui, va arriver dans un second temps, et c'est un oiseau un peu plus gros, plus agile au sol, qui a pas tout à fait la même niche de fourragement, puisque lui, il va se déplacer plutôt au sol, mais va s'accaparer la ressource dans un second temps et va dégager le bulbule. Donc ce genre de ségrégation temporelle d'accès à la ressource peut permettre d'expliquer pourquoi on n'a pas eu d'effet négatif sur les oiseaux introduits.
Et merci beaucoup. Et il y avait dans ta carte de répartition, il y avait le transect habitat. Le Wentoro était signalé absent en termes de. Eh ben ouais, parce que au final, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont présents dans les zones habitées, notamment à Val-Plaisance. Il y a des grosses densités d'oiseaux. Par contre, quand on rentre à l'intérieur des patchs de forêt sèche dans le Wentoro, on voit des bulbules le long des chemins qui sont arpentés par les joggers ou par les gens, etc. On voit des bulbules perchés à la lisière même de ces patchs d'habitat de forêt sèche. Par contre, quand on rentre à l'intérieur des patchs, autant on a encore quelques siffleurs, lève-queue, etc. Autant on voit jamais de bulbules. Et ça, c'est des observations qu'on a faites, qui nous ont un peu surprises, mais qu'on a faites aussi à Nouville et dans un autre endroit où on avait de la forêt sèche en milieu urbain, avec vraiment des grosses densités d'oiseaux. Et c'était assez surprenant de voir que l'habitat forêt semblait encore être une barrière à la dispersion du bulbule à ventre rouge, malgré les grosses densités d'oiseaux qu'il y a autour. D'accord. Ah si, dernière question. Est-ce que dans la liste des espèces de son régime alimentaire, des espèces végétales, tu parlais du Miconia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez fait un focus un peu sur cette espèce? Et parce que là, on a 2 bombes à retardement, quoi. Exactement. Ouais. Alors du coup, ouais, t'as bien identifié le fait que cette superposition entre le bulbule et le Miconia avait été assez préoccupante. Ça l'est en grande partie parce qu'il y a une étude qui a été menée par des collègues en Polynésie française qui a fait consommer des tests comportementaux en captivité, qui a proposé divers types de fruits à des bulbules à ventre rouge et qui ont montré que il avait une préférence non seulement pour des espèces introduites qui avaient des caractéristiques morphologiques et phénotypiques qui étaient à peu près comparables les unes avec les autres, mais aussi une préférence particulière pour ces fruits du Miconia. Ils ont estimé, en étudiant la consommation de différents oiseaux d'un cortège de plantes, ils ont estimé que le bulbule était un des contributeurs majeurs à la dispersion du Miconia. J'ai participé à une session de suivi de la population de Miconia à Robinson, pour laquelle je suis allé faire des points d'écoute un peu partout dans la zone occupée par le Miconia en ce moment. Il se trouve que c'est une zone qui est assez reculée en altitude et qui est un peu renfermée dans un patch de forêt humide. Et j'ai pas contacté de bulbule dans la zone occupée par le Miconia pour l'instant. Et donc c'est une bombe à retardement, comme tu dis. Les éléments qu'on a aujourd'hui de suivi et de délimitation de l'aire de distribution à ce stade de l'invasion par le bulbule laissent supposer que pour l'instant le bulbule ne rentre pas dans ces milieux forestiers. Donc c'est peut-être le risque est peut-être moins fort qu'en Polynésie française, mais on peut pas vraiment faire de suppositions sur ce qu'il adviendra si les densités augmentent un peu partout dans la zone de Robinson notamment, que le Miconia se répand encore un peu plus. Et si il advenait que les deux espèces se rencontrent, effectivement, il pourrait y avoir important. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans les alternatives possibles aux méthodes de gestion du bulbule, de la possibilité d'avoir un effort localisé sur certaines zones à forte soit valeur écosystémique et de biodiversité, soit sur des zones conflictuelles, justement comme cette zone de Robinson où le Miconia est en train de se développer. Ça veut dire que une des stratégies vraiment importantes va être de focaliser la lutte, le contrôle du Miconia, pour l'empêcher de gagner des zones de lisière forestière. Parce que sa zone de répartition, elle est pas tout à fait ronde. C'est ça. Ouais. Elle est digitale un peu. Donc peut-être que là, ça peut permettre aussi de l'autre côté d'éviter la rencontre entre. Ouais. Alors est-ce que donc c'est un des leviers de possible pour anticiper ce problème-là? Alors après, est-ce que on peut plus facilement empêcher la dispersion des très nombreuses graines de Miconia par le vent, par l'eau, etc. Ou est-ce qu'on peut plus facilement réduire les effectifs de bulbules, voilà, ou faire les deux? C'est ça. Je pense que ça appartient. Enfin, c'est une décision qui doit être prise en concertation avec les différents acteurs de la gestion des espèces envahissantes et des milieux naturels en Nouvelle-Calédonie.
bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez fait des observations de prédation du bulbul sur les jeunes oiseaux, parce que le bulbul est typiquement un oiseau opportuniste et il a été surpris déjà. Il y a dans les archives de la SCO, il y a des photos de bulbul avec un jeune oiseau dans le bec. Et donc, est-ce que vous avez envisagé cette possibilité de bulbul en tant que dénicheur? Alors, on n'a pas exploré cette piste-là en particulier. La prédation du bulbul déjà est très peu documentée. On a enregistré quelques interactions avec des rapaces, avec des chats, etc. Pour ce qui est de la prédation du bulbul sur la faune native, moi, les observations que j'ai conduites m'ont permis d'observer de la prédation sur des geckos, de la prédation sur des cincidés du type Caledonicidus, de la prédation focalisée en fonction d'une éclosion sur des événements vachement pulsatiles de forte abondance de cigales, par exemple, ou de certaines espèces d'insectes qui ont des cycles comme ça vachement ponctuels. J'ai jamais observé de prédation directe dans mes observations. J'ai observé aucun indice qui pouvait laisser penser à ce type de prédation dans les contenus stomacaux des près de 150 oiseaux qu'on a analysés en termes de restes alimentaires, donc dans les bols. Un élément de réponse qui pourrait éventuellement être donné, c'est pas documenté à ma connaissance. C'est une information hyper intéressante que j'avais pas. Si vous en avez déjà fait des observations à la SCO, il me semble que ça pourrait être assez anecdotique en comparaison des interactions compétitives pour les différents types de ressources. Je sais que en Polynésie, le fait d'éliminer un grand nombre de bulbules à ventre rouge dans les zones habitées par les monarques de Tahiti a suffi à lever la majorité des pressions et à permettre de retrouver des succès de reproduction suffisamment forts sur les individus. Il n'est pas fait détail dans ce cas-là de est-ce que c'est lié à un relâchement de la prédation des poussins par les rats, par des interactions uniquement compétitives avec les merles des Moluques, ou si les oiseaux étaient aussi des prédateurs. Je peux pas donner de réponse plus précise que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu as évoqué tout à l'heure la réaction du corbeau à la repasse, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que c'était dans une zone de contact, et donc est-ce que tu interprètes la réaction comme celle d'un oiseau qui a déjà été en contact avec le bulbul, ou est-ce que c'est une réaction naïve? Et dans la continuité de cette question, est-ce que tu penses que la réaction des espèces natives à la repasse de champs de bulbul permet assurément de vérifier si l'espèce est déjà présente sur le site en question? Tu veux dire, est-ce qu'on peut utiliser la réaction d'autres espèces à la repasse du bulbul comme indicateur de la présence du bulbul ou pas dans les environs? C'est bien ça. Ouais. Alors déjà, la première partie de ta question, les interactions qu'on a vues sur les repasses avec le corbeau calédonien, c'était dans la zone de d'Umbea, donc proche d'une zone habitée et très occupée par les bulbules à ventre rouge. Donc c'est assez simple. J'ai fait plusieurs fois des transects des zones pavillonnaires en bordure de forêt jusqu'à l'intérieur de la forêt. J'ai observé des oiseaux dans les zones d'habitation jusqu'à la lisière et ensuite plus d'oiseaux. Et les points où les corbeaux ont réagi de façon assez agressive, c'est vraiment au point de lisière. Donc ils sont habitués à la présence du bulbul. Et ce qui n'empêche pas qu'ils réagissent de manière assez forte. Pour la deuxième partie de la question, c'est hyper intéressant parce que ça pourrait être une approche indirecte pour déterminer la présence d'une espèce qui est présente dans des faibles abondances ou dans des faibles habitats dans ces zones-là, et ça pourrait aussi permettre d'utiliser les méthodes passives d'écologie acoustique pour faire de la vigilance et de la détection, pourquoi pas. J'ai testé d'utiliser la repasse de différents oiseaux dans le cadre d'une des manips de piégeage de Fabrice.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé dans l'autre sens en fait. J'ai diffusé des chants d'oiseaux natifs dans des zones occupées et j'ai attiré des bulbules de façon assez importante. Et que ce soit dans des zones occupées par le bulbule ou dans des zones non occupées par le bulbule, la diffusion de chants de bulbule a toujours créé en gros une réaction de la part de une ou deux espèces, et notamment le polochon moine et le corbeau calédonien. Du coup, le fait qu'il n'y ait pas de différence de réaction de ces deux espèces-là en particulier, que ce soit, tu vois, dans un habitat occupé ou pas occupé par l'espèce, je pense pas que ça puisse être utilisé comme outil vraiment fiable pour détecter la présence du bulbule ou pas. Par contre, utiliser différents types de sons de compétiteurs potentiels pour créer un comportement territorial chez le bulbule et l'amener à venir sur la repasse, c'est quelque chose auquel on a pensé, qu'on n'a pas pu tester pour quantifier à quel point c'était fiable ou pas, mais c'est quelque chose à quoi on a pensé, pardon. Et toute dernière question pour rebondir sur celle d'Hubert. Un vol d'oiseau, on est à quelle distance entre le dernier point de présence du bulbule et celui du Miconia à Robinson? Eh ben, on est à vol d'oiseau. La distance, c'est celle qui sépare l'entrée de la propriété Lavoie, je crois, ou l'Arbois, avec la zone de Miconia, puisque les oiseaux, ils sont présents sur toute la zone pavillonnaire qui est en bas à Robinson. C'est à partir du moment où on passe les deux gros montants en bois et ce portail qui ouvre la propriété qu'on voit plus de bulbule. Non, j'ai pas mesuré en distance. Si tu veux, je pourrais le faire sur Google Earth. Non, je l'ai pas fait. Je vais poser une question, moi, Martin. Oui. Je voulais savoir, au niveau des agriculteurs, de l'agriculture, quel était le poids de l'impact du bulbule sur l'agriculture, c'est-à-dire en termes de tonnes de fruits qui sont impactés, et en termes économiques, ce que ça représente. Et après, si vous avez fait un test chez un gros producteur, avec des pièges à bulbule pour voir justement quels étaient les bénéfices de mettre des pièges par rapport à sa production. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, c'était juste un témoignage, parce que moi, je t'ai vu arriver à l'IAC quand j'étais chargée de com, et j'ai vu tout le parcours de ta thèse, je t'ai vu faire toutes les manips. Donc je voudrais déjà avoir une pensée pour toutes les personnes, il n'y en a pas ici, mais qui ont contribué à ta thèse, des gens comme Aurore, comme Félix, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a contribué, donc ça c'est une première chose. Te féliciter aussi parce que je t'ai vu t'accrocher à ta thèse, c'était pas toujours évident, et tu l'as fait vraiment avec une persévérance incroyable. Je t'ai souvent dit que tu avais beaucoup de qualités pour faire de la recherche, mais tu as surtout beaucoup de qualités pour être un très bon chercheur. Donc j'espère que tu continueras là-dedans. Voilà. Je te remercie. En ce qui concerne les indices qu'on a sur les impacts sur les productions agricoles, on n'a pas eu l'occasion de tester chez un gros producteur. J'ai contacté des producteurs à Dambéa qui n'ont pas fait suite. J'ai contacté les fraisiers de Païta qui m'ont gentiment envoyé promener. Donc on n'a pas eu l'occasion de le faire pour des raisons qui m'échappent un peu, peut-être de relationnel, je sais pas, d'affichage, j'en sais rien. Donc on n'a pas pu le faire. C'est pour ça que j'ai aussi voulu profiter de la disponibilité de la station agronomique de Saint-Louis. On a fait des tests de piégeage à côté des serres avec l'autorisation de Gilda Gatteblé, et puis on a fait donc cette expérimentation en plein champ qui est la seule qui nous a permis d'évaluer les impacts économiques qui pouvaient être associés à l'espèce. Pour l'instant, malheureusement, ce qu'on a beaucoup après plusieurs campagnes d'appel à information, la distribution je crois que c'est le 2e ou le 3e numéro de téléphone qui est mis à disponibilité pour avoir des retours d'information, etc. On a surtout des retours qualitatifs, et on a certains exploitants dans la zone
proche du cœur de distribution de l'espèce, qui nous rapportent que, notamment sous serre, quand ça leur arrive d'avoir des dizaines de bulbules qui rentrent dans les serres et qui ont des impacts vraiment importants en termes de pertes sur les productions de fruits type tomates. On n'a pas eu l'occasion de chiffrer ça beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette manip en plein champ, pour avoir une première estimation, même si elle est approximative et qu'elle concerne qu'une seule espèce, des coûts potentiels liés à ça. En réaction toujours sur le même sujet, à Fidji, je crois qu'ils avaient montré qu'il y avait eu une perte du potentiel agricole en termes d'exportation, du fait de la dégradation de la qualité des fruits, et que dès qu'un fruit est abîmé, il part plus à l'export. Ouais. Est-ce que ça a été chiffré au-delà du travail de Dick Watling, qui était plus sur de l'écologie, mais est-ce que cette partie-là, elle a été depuis mise en lumière? Ça serait hyper intéressant. À ma connaissance, à ma connaissance, en termes d'observation, donc ça a été rapporté de Fidji. Il y a déjà, pour faire un lien avec ce que tu dis, il y a déjà la consommation directe par les fruits, mais il y a aussi les rendre accessibles à la consommation par d'autres oiseaux, ce qu'on a évoqué pour les papayes, le fait que l'oiseau, il est capable de, avec son bec un peu plus fort que certains autres frugivores, de percer l'exocarpe de certaines espèces de fruits et donner accès à d'autres espèces avec des becs plus fins, plutôt des nectarivores ou des frugivores, mais avec des becs un peu plus fins. Ça, c'est une chose. Et ce qui est intéressant à Fidji, c'est qu'on n'a pas une étude de Denio et Brand, je crois que ça date de 2010, qui a été conduite sur la base d'enquêtes auprès de propriétaires terriens et d'exploitants agricoles dans différentes zones rurales de Fidji, à Viti-Levu. Et c'est une étude qui a apporter des résultats contrastés. La première, c'est ce type d'observation. C'est aussi montrer que le bulbule avait potentiellement un effet positif sur notamment la prédation des poules par des prédateurs introduits, parce que les vocalisations qu'ils émettent à l'approche d'un prédateur sont utilisées par d'autres animaux présents dans la zone pour déduire qu'un prédateur est à l'approche. Et donc ça a été documenté en Chine pour la prédation sur un lézard endémique, mais aussi à Fidji pour l'impact sur les poules par les gens dans les milieux ruraux. Et en fait, du coup, ils ont fait des inventaires, et ils sont allés voir plusieurs utilisateurs de la nature, des exploitants, etc. Et la conclusion de leur étude coût-bénéfice, leur recommandation, c'est quasiment mot pour mot, nous conseillons de ne rien faire contre le bulbule à ventre rouge jusqu'à temps qu'il soit démontré une méthode qui permette, qui soit suffisamment peu coûteuse pour en gros que ça vaille le coup, quoi. Et c'est d'ailleurs la thèse qui est défendue par Dick Watling, qui a fait sa thèse sur ce sujet-là, qui lui, en tout cas au sujet de la dispersion des plantes, mettait le doigt plutôt sur la fragmentation des habitats liés à les activités humaines, plutôt qu'à la contribution d'un oiseau introduit à la dispersion des plantes pionnières. Et c'est pour ça, je pense que chaque contexte d'introduction, notamment dans des archipels, dans des îles qui sont vachement différentes les unes des autres, je pense qu'à chaque contexte va y avoir des risques associés et des méthodes à promouvoir pour arriver à gérer la dispersion de cette espèce. Une autre personne? Merci Martin pour cet excellent travail. En fait, moi que je suis depuis maintenant 4 ans, parce que moi je fais le prélèvement de bulbules en milieu urbain, puis j'habite le nord de Nouméa, je suis chasseur, et j'en prélève à peu près une centaine par an. J'ai tenté le piégeage qui fonctionne pour des tas d'autres espèces. Des bulbules, j'en ai pris aucun jusqu'à maintenant. Je les espère pas. Je pense en ce qui concerne la régulation de cette espèce qui a une absence de sensibilité de la population aux problèmes qu'il génère.
C'est un bel oiseau. Les petits oiseaux, ils ont une petite crête, il a la queue rouge. Il faut les laisser vivre. Moi, j'entends ça autour, partout, et je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations grand public sur la question pour avoir un impact au moins en milieu urbain, alors qu'ils sont très très présents, pour pouvoir participer à la régulation. Voilà. C'est vrai, je te remercie beaucoup pour avoir contribué de façon ultra majoritaire à la collecte de bulbules venant de différentes localisations en plus, et pour aussi avoir les échanges qu'on a eu ensemble. J'ai été très content de participer avec toi au reportage qui a été fait par le journaliste métropolitain qui était venu nous voir et qui était intéressé par cette collaboration justement entre la recherche, les institutions en charge de la gestion de l'environnement et les chasseurs. Et oui, je pense que c'est tout à fait vrai. J'imagine que c'est cette perception à la base d'un oiseau d'ornement mignon entre guillemets qui a fait que on n'a pas réagi tout de suite, et plus largement dans plein de territoires, on réagit pas forcément de façon instinctive et immédiate à l'introduction de nouvelles espèces. Et c'est aussi sur ce point-là que la collaboration avec la Nouvelle-Zélande dans le cadre de ma thèse a été vraiment intéressante, puisque j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment deux approches vraiment qui s'opposent entre les pays un peu latins où on fonctionne un peu même sur les espèces envahissantes sur de la présomption d'innocence en attendant de montrer que des animaux sont responsables d'impacts forts avant de légitimer une action contre eux qui vise dans la grande partie des cas à contrôler les effectifs et donc à tuer des animaux. Et puis dans le milieu anglo-saxon où la biosécurité est un peu le maître mot, on n'attend pas forcément d'aller dans le détail pour éradiquer les oiseaux. J'imagine aussi que c'est grâce à ce genre de, c'est le fait de ce genre de différence que les Néo-Zélandais, après avoir vu les bulbules arriver dans les années 50, ont mis 1 an avant de les éradiquer, avant même qu'ils soient introduits et qu'ils commencent à se disperser. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis dans la discussion les éléments de discussion autour de la gestion, que je pense que maintenir ce genre de restitution comme je suis en train de faire aujourd'hui après avoir soutenu ma thèse en Nouvelle-Zélande et l'écriture de fiches de synthèse comme on a pu faire à l'IAC autour des programmes qui nous ont vu collaborer pour la collecte de données notamment, c'est des choses qui me paraissent assez importantes pour qu'il y ait un retour au-delà des publications en anglais dans des journaux à comité de lecture. C'est important qu'il y ait un retour concret pour les acteurs locaux, les gens qui participent d'une part, mais aussi les gens qui sont amenés à voir ces oiseaux-là, ces espèces-là dans leur jardin, que ce soit le bulbule ou d'autres espèces envahissantes, les rongeurs, etc. Je pense que c'est une partie cruciale, c'est d'être capable d'informer les gens pour compter sur eux le moment où on va les solliciter pour la gestion.